Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois en ce 25 décembre 2024 sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'ensemble humain, sans le savoir, construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, de travail de l'humanité, mais l'humanité, du matin au soir, du soir au matin, travaille à cette œuvre. On travaille sur 3 points névralgiques de cette évolution. La maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement. La maîtrise progressive du comportement, c'est pour rendre l'homme absolument inoffensif envers ses congénères. Alors il faudra du temps, mais on y travaille sur tous les plans, la loi, la justice, les caméras de surveillance, l'éducation, les médias, et puis peut-être le travail sur la génétique. Bref, voilà, l'homme devra devenir inoffensif. C'est quoi qu'il arrive, on travaille à cela. Alors, ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas comme l'évolution d'un individu. L'évolution de l'humanité, c'est un travail de fond. C'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement, pour atteindre cet état de perfection. Mais, à un certain moment, l'humanité parviendra à faire que l'homme ne représentera plus aucun danger pour ses congénères, plus aucun homme ne représentera un danger pour ses congénères, il sera absolument éclairé, on comprendra absolument sa psychologie, on aura soigné toutes les pathologies, des pathologies qui sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans cette chrysalide, eh bien, il y a tout un tas de pathologies qui sont nées et qui font que l'homme peut représenter un danger pour ses congénères. Mais ces pathologies, on en viendra à bout. La maîtrise progressive de l'environnement, c'est la même chose. Alors, l'humanité a toujours cherché à maîtriser son environnement. Et puis, à un certain moment, donc on a écarté les prédateurs, voilà, par exemple en France, on a travaillé pendant des millénaires pour écarter les prédateurs humains, les prédateurs qui pouvaient représenter un danger pour l'homme, etc. On a trouvé Bon, mais c'est partout sur la planète, on cherche à se préserver des caprices du climat, etc., etc. Mais on voit bien que y a eu un moment, comme on évolue de façon inconsciente, dans la grande période de l'industrialisation, eh ben, on a fait aussi des ravages sur la planète. Et on commence enfin à prendre conscience de ces ravages. Mais on évolue de façon... on évolue à l'aveuglette. Donc, sans plan déterminé, on n'a pas le divin qui nous aurait donné la carte ou le bouquin qui explique comment on doit évoluer. Donc on évolue à tâtons. Et dans cette évolution à tâtons, eh ben, on commet des erreurs. On réfléchit pas forcément à ce qu'on fait. Voilà, on a pollué la planète sur une grande partie. Et ben, il va falloir refluer, il va falloir trouver tous les... Et là, on commence à réfléchir et on commence à mettre tout en œuvre. Alors imaginons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 ans de réflexion pour nettoyer la planète. Et bien on arrivera, dans 100 ans, il n'y aura plus de véhicules à pétrole ou qui utiliseront des énergies fossiles. On aura trouvé les solutions pour, puis si ce n'est pas dans 100 ans, ça sera dans 200 ans. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. Voilà. Mais on parviendra à ça. Donc c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est la maîtrise progressive du questionnement. Et ça, c'est important pour atteindre une clarté d'esprit,
pour ne plus avoir ces peurs de choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que nous faisons sur cette planète? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il n'y a pas du divin? Toutes ces questions métaphysiques qui sont inouïes, hein, qui sont très très importantes, l'humanité finira par y répondre. Eh bien, c'est pareil, ça va amener une clarté, une limpidité d'esprit, une paisibilité. Et en fait, tout ça, ces 3 travaux vont faire que l'humanité aboutie dont je parle, l'humanité parfaite que nous construisons pour nos descendants, eh bien, nos descendants, dans quelques siècles, vivront dans un état de sérénité absolue, de béatitude totale, d'extase, d'éveil, de nirvana, de sagesse. Donc en paix et en tranquillité. Voilà. Donc on aura construit le paradis pour eux, finalement. Voilà. Et c'est comme ça. C'est la mission des hommes constructeurs que nous sommes. Nous travaillons de façon altruiste pour nos futurs descendants, alors qu'on ne vivra même pas ça, on n'y sera pas, mais on le fait. C'est pour ça que nous sommes tous des altruistes sans le savoir. Ça fait partie des thèmes que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net qui démontre cette mécanique-là. Alors, je vais reprendre l'écoute de cette émission. Souvent, je m'appuie sur des émissions ou des livres pour essayer de préciser ma théorie. Et là, eh ben, j'ai fait quelques vidéos à partir d'une émission de France Inter, La tête au carré, qui posait la question à un physicien, Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, chercheur au CNRS, que s'est-il passé avant le Big Bang? Et ben, on va relancer l'écoute. C'est la 4e vidéo. Donc, vous pouvez aller écouter les précédentes si ça vous intéresse. Et puis, eh ben, voilà, je ferai des digressions à partir de ça. Allons-y, on lance. Et donc là, on cherche à comprendre on en est à la question vraiment cruciale de est-ce qu'on peut s'intéresser à ce qu'il y avait avant l'univers. On ne peut pas parler d'avant puisqu'il n'y a pas le temps dans cette partie-là on ne peut même pas parler d'espace ni de temps, parce que le temps, il appartient à la partie qui concerne l'univers. La matière, le temps, il fait partie de cette partie-là. Mais avant le temps, donc c'est pour ça qu'on ne peut même pas dire avant, parce que avant, ça dénote, ça a besoin du temps pour parler d'avant. Mais voilà, on a compris ce qu'on veut dire. Allons-y. Impliqué. La question est de savoir, est-ce qu'il y en a une qui correspond à notre univers? Et là, sans observation, c'est un peu difficile. Allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Philippe Uzan, pour la dernière partie de notre discussion, juste après ce petit souvenir des années 80. Toi, mon toit, Elie Medeiros. Ça fait long. Aux abords de Saturne. Sur France Inter, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. La tête au carré sur France Inter. Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre? Apparu il y a 48 ans. Et où est-ce qu'il mène? Dans une autre galaxie. Un trou de verre, ça n'a rien de spontané. Quelqu'un l'a placé là. Et quel qu'il soit, on dirait bien qu'il veille sur nous. Ce trou de verre nous permet de voguer vers d'autres étoiles. Il est arrivé pile quand on en avait besoin. Ils ont placé des mondes potentiellement habitables à notre portée. 12 mondes que nos premières sondes ont repérés. Vous avez envoyé des sondes là-dedans? On y a même envoyé des gens, il y a 10 ans. On voit à quel point cette question des mondes, de l'univers, etc., travaille l'humanité. L'humanité,
n'aura de cesse de comprendre tout son univers. Est-ce qu'il y a d'autres vies, etc., etc. Donc on a encore du pain sur la planche pour comprendre tout ça, mais on parviendra au bout de ça. Stellar 2014, Christopher Nolan, Jean-Philippe Uzan, pour parler des trous de verre, qui sont des objets purement théoriques, hein, évidemment, mais assez pratiques dans les faits. Dans la science-fiction, c'est bien utile. Hein. Imaginez un film de science-fiction sans trou de verre pour voyager. C'est un grand raccourci, en fait, le trou de verre. Hein, c'est ça, c'est un tunnel. Ouais. Alors justement, dans les spéculations, dans les propositions qui existent, en tous les cas, il y a beaucoup de théories qui sont proposées. Est-ce que les multivers, justement, font partie de ces théories ou pas? Alors les multivers en font aussi partie. Peut-être on va le garder pour la fin, les multivers, parce que je vais quand même commencer par vous donner quelques idées, en fait, juste pour que vous voyez un petit peu la créativité scientifique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toute théorie de la gravitation quantique, quelque part, doit s'exprimer sur cette fameuse singularité, dire elle existe encore ou elle est remplacée par quelque chose d'autre. Et on va voir en fait deux grandes classes d'explications. Les modèles qui vont être plutôt du type rebond, donc comme il a été évoqué tout à l'heure, ou des modèles dans lesquels on peut dire il y a une émergence de notre espace-temps. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, l'espace et le temps n'étaient pas tels que nous, on le décrit aujourd'hui. C'était autre chose. Un petit peu, donc c'est ce qu'on appelle en physique une transition de phase. Un petit peu comme si vous vouliez expliquer l'eau, vous n'avez pas d'eau, et vous dites, avant, il y avait de la vapeur, et cette vapeur s'est condensée, elle a donné de l'eau. Donc, avant, il n'y avait pas d'eau en termes d'état, mais quelque part, c'était préexistant sous une autre forme. Donc, on peut avoir ces deux types d'explications. Alors, parmi les théories de la gravitation quantique, la plus célèbre... Le monde, l'univers serait préexistant de façon non physique, de façon, comment on dit, potentielle, avant l'univers. C'est une explication. C'est la théorie des cordes. Absolument. Et dès que les gens ont commencé à développer cette théorie, il y a eu de la phénoménologie qui a été faite pour la cosmologie. Alors juste pour citer quelques exemples, Gabriele Veneziano dans les années 90 a développé ce qu'on appelait les modèles de pré-Big Bang, donc là avant le Big Bang, parce que en fait dans ces modèles-là, on avait une phase de contraction qui ne passait pas par une singularité et qui pouvait déboucher sur un univers en expansion qui pouvait, sous certaines conditions, être similaire au nôtre. On a aussi compris que dans ces théories, il y avait plus de dimensions spatiales, 9 dimensions spatiale, et donc il pouvait y avoir ce qu'on appelle des branes, comme dans mon espace je peux avoir une feuille à 2 dimensions, et donc on pouvait avoir des espaces-temps à 4 dimensions qui se baladaient dans un espace-temps à 10 dimensions, et la matière était localisée sur ces espaces-là. Voilà, donc ça c'est des structures qui existent. Et bien ce que les gens ont proposé, c'est que de temps en temps, il y avait des collisions entre ces branes, et de l'énergie de ces collisions, naissait un Big Bang. Donc voilà, ça ce sont des idées qui ont été développées à la fin des années 90, en particulier par mes collègues David Langlois, Cédric Defayet, Pierre Binetruy, par exemple. Pourquoi est-ce que vous dites, Jean-Philippe Uzan, que la théorie des cordes, finalement, est celle qui est la plus populaire aujourd'hui? Parce qu'elle fait le plus consensus ou... Je ne sais pas si j'ai dit le plus populaire, celle qui était le plus étudiée. C'est celle sur laquelle la communauté des gens qui ont travaillé est la plus importante. Donc c'est un champ intéressant, en tout cas. Oui, c'est un champ qui est intéressant, principalement, pour l'instant, au niveau des mathématiques qui sont explorées. Mais le grand problème aujourd'hui, comme de toutes ces théories-là, c'est le lien à l'expérience. La deuxième classe de théorie, c'est les théories quantiques à boucle. Donc, c'est le lien à l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'expérience, c'est-à-dire que c'est de la métaphysique, tout simplement, mais nécessaire. Donc la science fait de la métaphysique également, selon moi. Donc vous avez déjà invité Carlo Rovelli, Aurélien Barraud, et dans leur modèle, en fait, l'espace-temps lui-même va être quantifié, discrétisé, donc on ne peut pas compacter complètement l'espace-temps. Il y a un moment où ramener tout à une singularité n'est pas possible. C'est comme si l'espace avait acquis une pression, et donc il va y avoir un rebond avec ce genre à cause des effets de gravité quantique. D'autres spéculations encore? Parce qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors, pour les gens célèbres qui vraiment, là, il faut tirer son chapeau, parce que c'est un grand monsieur. Roger Penrose, par exemple, qui depuis les années 70 travaillait sur les représentations des espaces-temps et leur structure conforme. La structure conforme, c'est qu'est-ce qui se passe quand je dilate un espace-temps. Et il est arrivé avec un modèle d'univers cyclique dans lequel il s'est rendu compte qu'une singularité dans le futur pouvait être collée à une du passé et donner de nouveau des univers cycliques. Donc on a plusieurs façons de faire ces univers cycliques. Mais alors, dans la communauté des astrophysiciens, c'est discuté de quelle façon finalement? Et des physiciens, c'est toutes ces théories-là qui sont proposées, chacun y va de son imagination,
l'imagination, ce qui est formidable, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'observation d'une expérimentation. Tout à fait. Donc on est dans la spéculation, Ouais. on est dans l'exploration. L'exploration des théories fait partie du travail des physiciens théoriciens. Parce qu'en fait, quand vous formulez une théorie, eh bien, il y a plusieurs façons de savoir si vous allez l'exclure. Par exemple, c'est de la mettre à l'épreuve d'une expérience. Mmh. Mais pour l'instant, on ne peut pas mettre une épreuve d'une expérience. Mais il faut déjà que dans ce cadre, on arrive à créer un scénario cosmologique qui soit compatible avec tout ce que l'on sait, et en particulier le scénario cosmologique standard. Donc c'est la première étape. Et ensuite, à partir de là, vous allez avoir des libertés. Et donc vous allez explorer ces libertés en espérant que dans cet espace-là de possibilités, peut-être il va y avoir un phénomène astrophysique ou cosmologique qui va mener à quelque chose de potentiellement observable. Donc il faut rester dans le cadre. Il faut quand même rester dans le cadre avant de pouvoir s'en émanciper un petit peu. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que le fait que les sciences n'utilisent pas la vision des spirituels qui préconise l'idée que qu'à l'origine de l'univers, il y a Dieu, il y a un principe créateur, le vide dont parlent par exemple les philosophies asiatiques. Pourquoi ça n'est pas utilisé alors que ça donne une clé mais inouïe, parce qu'en définitive, Dieu est immatériel, invisible, etc., etc. Il n'est plus dans le domaine du temps, et donc il correspond exactement à ce qu'il faut, à ce qui pourrait, à la force qui peut mettre en œuvre l'univers, avec le temps, etc., quelque chose dont on ne peut pas parler. Quand les religions disent on ne peut pas parler de Dieu, on ne doit pas se faire de représentation de Dieu, Dieu est immatériel, Dieu est intemporel, Dieu, etc., etc. Ben, ça correspond exactement à ce X, à cet inconnu qui peut être à l'origine de l'univers. Pourquoi ne pas utiliser le travail, la réflexion, l'intuition des religions à ce niveau-là? Je pense qu'il faut rester dans le cadre, parce que le débat se place dans un cadre. C'est un débat de spécialistes, de gens qui sont spécialistes de ces théories quantiques de la gravitation, de cosmologie. Quand vous allez à une conférence, de dire « Ah, dans ce cas-là, j'ai pris tel... » Parce qu'en fait, c'est foisonnant. C'est un peu comme si vous étiez dans la forêt amazonienne. Donc, vous ne pouvez pas résoudre toutes les équations. Donc, des gens vont dire « Ah, mais dans ce secteur-là, j'ai trouvé tel terme qui peut jouer tel rôle. » Et puis, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un terme qui va être important, qui va être négligeable? Et là, va se poser une question de spécialistes autour du fait que ce scénario-là déjà est crédible d'un point de vue théorique, et s'il l'est, il va y avoir plein de gens qui vont se mettre à travailler dessus, et à partir de là de se dire est-ce qu'il est aussi crédible au niveau des contraintes expérimentales et observationnelles. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on aura la réponse au fond à cette question qu'on s'est amusé à se poser là cet après-midi sur l'avant Big Bang, tout ce qui s'est passé avant l'instant initial? Alors peut-être qu'on arrivera à créer un scénario qui résout cette singularité initiale, mais pour autant, est-ce que ça sera l'explication de l'origine? Parce que à la fin, cette explication, elle va prendre la forme d'une théorie que l'on va postuler. Cette théorie va avoir des structures, des mathématiques. Elle va faire des hypothèses sur le type de particules, le type de champ, le type de symétrie. Et ces choses-là ne seront pas expliquées par la théorie elle-même. Alors là, on peut avoir différents avis. On peut se dire peut-être qu'il n'existe qu'une seule théorie mathématiquement cohérente, et que c'est la théorie avec un grand L. Alors ça, on le voit aussi dans la science-fiction, c'est quelque chose qui est un mythe. Ou alors, on va pouvoir créer des théories cohérentes, mais elles n'expliqueront pas leur propre structure. Et comme elles n'expliquent pas leur propre structure, on doit les postuler, vérifier qu'elles sont en accord avec ce qu'on sait, mais on ne pourra pas vous dire pourquoi ces structures-là. Et peut-être que c'est ça aussi la limite de la science. La science, il y a un moment, on doit mettre quelque chose sur la table. Il faut bien résoudre des équations, il faut bien avoir des objets que l'on peut manipuler pour pouvoir faire des prédictions. Et il n'y a rien qui nous dit a priori quels sont ces objets. Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'art de faire de la science. C'est un moment quand Einstein vous dit « je prends un espace-temps courbe ». Il a des raisons pour aller vers cette structure-là, mais il n'y a rien qui dit qu'il a raison. Quand Newton dit l'espace-temps est un espace euclidien et un temps linéaire,
Il n'y a rien qui lui dit qu'il a raison ou qu'il a tort. Il a construit cette représentation mathématique à partir d'une intuition, à partir de ce qu'il sait de la science, et elle n'est validée qu'a posteriori parce que cette hypothèse est en accord avec les expériences que l'on a pu faire. Jean-Philippe Uzan, parce qu'il ne nous reste qu'une minute, hélas, avant de nous quitter, ce qui est intéressant et fascinant, d'ailleurs, et on le voit dans les réactions des auditeurs, c'est à quel point ces questions des origines, alors au sens très large, nous touchent, nous interpellent en tant qu'humains aussi. Hein. C'est des questions auxquelles on réfléchit depuis la nuit des temps. Oui, parce qu'elles sont juste à la limite entre ce que dit la science et peut-être nos attentes philosophiques et métaphysiques. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans une société. La cosmologie d'un côté et l'anthropologie de l'autre. L'homme dans l'univers et l'homme par rapport à ce qu'il observe. Et peut-être que ces questions-là, elles permettent de réintroduire la philosophie, la métaphysique, au-delà de simplement la technique. Eh bien, donc voilà, et finalement, au final, la question de Dieu n'a pas été posée, mais la dernière phrase la parle, l'a dit. Les questions philosophiques et métaphysiques, c'est les questions auxquelles répond le religieux, et le philosophe cherche aussi à y répondre. Donc, mais on voit à quel point c'est difficile pour la science, pour l'instant encore, de pouvoir utiliser les intuitions spirituelles. C'est encore difficile. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Voilà. Ça va, il y a un certain moment, ça va vraiment se passer. Et il est vraisemblable qu'on travaillera, qu'on utilisera les extatiques, qu'on utilisera les expérimentateurs de Dieu, du divin, les soufis, voilà, pour comprendre des choses que seule cette expérience-là peut, à mon sens, permettre de comprendre. Voilà, où on utilisera leurs écrits, quand on lit l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch, on voit à quel point les expérimentateurs de l'extase, ceux qui ont les aventuriers de Dieu ont écrit des choses qui expliquent réellement ce qui se passe certainement au niveau de ce qu'on peut comprendre du principe créateur et pourquoi nous sommes constitués de cette même nature que le divin. Nous sommes constitués de divin. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout à l'heure une sorte de critique sur TikTok des musulmans de jeunes musulmans qui reprochent, comme c'est les fêtes de Noël, qui reprochent au christianisme en fait d'avoir fait du Christ le Fils de Dieu. Mais si on le prend de façon symbolique, nous sommes tous les fils de Dieu. C'était la seule chose qu'il aurait fallu peut-être dire. Et je ne sais pas si dans le christianisme, ce n'est pas ce qui est dit d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une façon de dire que nous sommes constitués de la même chose que le divin, que ce que nous appelons le divin. Nous sommes constitués des particules élémentaires qui étaient déjà avant que l'univers se crée. Ces particules élémentaires qui nous constituent étaient déjà présentes vraisemblablement sous forme virtuelle pour donner naissance à cet univers, et donc on est constitué de cette même chose qui a constitué l'univers et qui constitue l'univers, et donc du divin, selon la pensée par exemple de Spinoza, où tout Dieu est dans la nature, et il est dans notre nature aussi. Voilà. Et donc, il faudra réconcilier tout ça, il va falloir, il y a beaucoup d'esprit à éveiller avant d'atteindre cet état de perfection, mais on voit que c'est très très facile d'éveiller les esprits. Avec la bienveillance, on peut aller à 1000 à l'heure. Pour l'instant, on essaye de les éveiller par la violence. Voilà, c'est la façon d'apporter la démocratie américaine. Ça ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bienveillance. Et le seul lien qui fait qu'on peut tout comprendre, tout entendre, tout changer dans notre comportement, c'est l'amour. Voilà, on voit bien que
ceux qui gèrent les fous furieux, ben, c'est par l'amour que ça se passe, où on peut arriver à rendre raison à quelqu'un que une crise de nerfs lui a fait perdre, par exemple. Voilà. Donc c'est bien la bienveillance qui est là, et c'est un jour de bienveillance d'ailleurs, comme chaque fête de chaque religion devrait l'être pour tout le monde. En fait, on devrait suivre toutes les fêtes de toutes les religions. Voilà. En France, il y a peut-être 100 religions particulières, différentes, bouddhisme, zen, taoïsme, foi baya, etc., etc. Ben on devrait, l'ensemble humain devrait, on travaillerait moins déjà, on aurait plus de tranquillité, de paix, et puis on pourrait se rencontrer les uns les autres. Voilà, à méditer. Bon, ben voilà pour cette troisième et dernière, ou cinquième ou sixième et dernière vidéo sur cette émission La Tête au carré de France Inter, consacrée au Big Bang avec Jean-Philippe Uzan, cosmologiste et directeur de recherche au CNRS. Le CNRS qui aurait tout intérêt justement à ouvrir ses portes aux intuitifs, aux derniers de la classe, à ceux qui n'ont pas fait d'études mais qui sont passionnés par ces questions, par toutes les questions, hein. Il y a des passionnés de toutes sortes, hein. Il y a des passionnés de physique et qui n'ont jamais fait d'études mais qui ont des idées gigantesques. Et ben voilà, l'élitisme devrait diminuer dans l'humanité pour que on puisse vraiment, que tout le monde puisse donner son potentiel. Voilà. Il y en a beaucoup. Alors, on a maintenant la possibilité d'exprimer nos idées sur Internet, et donc ça a ouvert le champ à tout un tas d'artistes, de penseurs, d'autodidactes, mais ça peut être mieux que ça. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos pour l'ensemble humain, ben, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez vous abonner, vous pouvez donc des avis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez visiter bien entendu le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours le lien en dessous des vidéos. Et puis vous pouvez participer si vous sentez l'envie de le faire, ben, soit techniquement, vous pouvez essayer d'améliorer le site, proposer des choses pour améliorer le site YouTube ou le site mécaniqueuniverselle.net. Et puis vous pouvez participer à travers la philosophie, à travers la pensée, à travers la critique, à travers... voilà, comme vous voulez, vous êtes les bienvenus, il vous suffit de me contacter et on en discute. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.